La médecine palliative est là pour soulager et aider les personnes malades à vivre au mieux leur maladie, quel que soit le stade de la maladie. Les aidants, ce sont toutes les personnes qui gravitent autour de la personne malade et en qui la personne malade a confiance. Je suis très étonnée par ta génération. Je trouve que vous êtes incroyablement dynamique et entrepreneur. Le fait de créer les bords, c'est pas venu comme ça, clic. Je me suis dit, au fond, qu'est-ce que je peux apporter ? Quand tu as une quête de sens, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Donc j'imagine, tu as un projet derrière. Il n'y a pas de questions sottes. Je trouve qu'au contraire, ça rend ces jeunes encore plus humains et bons. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. C'est le rendez-vous annuel dans le cadre du podcaston auquel Dans la tête d'un CEO participe depuis 3 ans, 4 ans, je sais pas, mais dédicace à eux pour cette belle initiative. Et aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia. Comment vas-tu ? Je vais bien, je suis ravie d'être là, Yacine, merci. Bon, on va quand même dire qu'on a pris quelques temps d'installation, donc grave. on a eu le temps de bien papoter. C'est pas grave, non, c'est comme ça. On ne parlera pas de mes addictions aujourd'hui, on parlera de toi, Laetitia. Voilà, pour dédicace à ceux qui étaient là en off. Raconte, Laetitia, tu as monté une structure, en tout cas, je sais pas, c'est une asso, un fonds de dotation. Je vais te dire. Raconte-moi, qu'est-ce que fait Elébor et de quoi on va parler aujourd'hui pendant une heure ? On va parler d'un sujet important, grave. Écoute, j'ai créé Elébor, qui est une structure d'intérêt général, plus précisément un fonds de dotation. On va dire que le fonds de dotation, c'est la petite sœur d'une fondation, pour faire simple. C'est quoi la diff entre eux ? C'est très technique, c'est juridique. Donc c'est de la finance ? Je préfère qu'on parle. Okay, c'est juridique. Donc, on va parler plus de... peut-être d'Elébor. Et qu'est-ce que fait Elébor, du coup ? Alors, Elébor est une structure d'intérêt général que j'ai créée en janvier 2011, qui crée et développe des projets en soins palliatifs. Ces projets sont tous là pour améliorer la qualité de vie des personnes malades, gravement malades, voire en fin de vie, soutenir les aidants, tu sais, les familles, les proches qui sont là au quotidien pour soulager les personnes malades, et aider les soignants, les équipes soignantes sur le terrain, à mieux prendre en charge ces personnes malades, à faciliter leur travail. Je peux aller un peu plus loin ? Ouais, je te mets juste une parenthèse, mais tu vas continuer. Très bête, on a tous une idée du soin palliatif. Moi, je ne l'ai jamais accompagné personne. Raison. Qu'est-ce que le soin palliatif ? Alors, le soin palliatif, c'est une médecine. C'est important de dire. C'est une médecine qui est là pour, avant tout, soulager les douleurs physiques. Personne n'a envie d'avoir mal. Le pilier de la médecine palliative, c'est la douleur physique. Donc, les soignants, ils sont là, pardonne-moi, avant tout pour soulager la douleur physique. Mais aussi apaiser les souffrances psychologiques et spirituelles. J'attire ton attention parce qu'on pose tout le temps la question, le spirituel, c'est pas le religieux. Là, on est dans le spirituel, c'est la relation à l'autre. C'est la connexion, quoi. C'est la connexion. Donc, c'est ça. Donc, la médecine palliative est là pour soulager et aider les personnes malades à vivre au mieux leur maladie, quel que soit le stade de la maladie. Ouais, parce que ça, tu me l'avais dit, c'est vraiment le but d'Elébor, c'est d'accueillir tout le monde. Voilà, en soins palliatifs, tu peux prendre en charge des personnes qui ont une maladie très en amont, c'est-à-dire qu'une maladie dont le pronostic vital n'est pas engagé, c'est-à-dire que ponctuellement, ces personnes peuvent avoir besoin de soins palliatifs parce qu'un médecin n'arrive pas à soulager ces douleurs physiques. Donc, on n'est pas que sur de la fin de vie non, quand on parle de soins palliatifs. On ne va pas se mentir, Yacine. Ça concerne beaucoup d'entre eux. 80-85% des personnes qui sont prises en charge en soins palliatifs ont un pronostic vital engagé à 6 mois. Ah ouais, tu vois, quand même. Hein. Okay. Mais par exemple, donc pour pas que je me perde et que je te perde, le soin palliatif, c'est pour toutes les personnes qui en ont besoin. Les personnes de 0, on va dire 110 ans aujourd'hui, parce qu'on vit très vieux. Donc, de 0 à 110 ans. On fait du soin palliatif pédiatrique, mais heureusement, on en fait moins que du soin palliatif pour des adultes et encore plus des personnes âgées. Le soin palliatif, ça se prodigue aussi à la maison. On peut faire intervenir des équipes, des médecins formés au soin palliatif qui viennent à la maison. Ou alors dans des centres, sinon. Dans des hôpitaux, mais aussi en EHPAD. On en fait moins. Et par exemple, en EHPAD, quand il y a des équipes de soins palliatifs qui viennent en EHPAD à la demande des directeurs d'établissement, ils peuvent accompagner les personnes âgées, on les appelle les résidents, sur plusieurs années. C'est pas le même type de soins palliatifs. J'allais dire, c'est pas le soin palliatif de crise. Tu vois, c'est pas le soin palliatif de derniers instants. C'est du long terme, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment une médecine de soulagement de la douleur, de réconfort, de soutien et d'accompagnement. Donc, pour revenir à Elébor... Voilà, j'allais dire, qu'est-ce que vous faites dans tout ça ? Alors, pour revenir à Elébor, nous, on intervient en médecine palliative, j'aime bien cette image, on a 2 bras. Il y a le premier bras qui est le bras sanitaire,
qui concerne uniquement les soignants, c'est soulager la douleur. Donc c'est physique? C'est physique, c'est donner des traitements adéquats. Ok. Je fais très simple. Et tu as le deuxième bras, qui est le bras qui est autour de tout ce qui concerne le réconfort, l'accompagnement, le soutien, les projets de vie. Tout ce qui fait du bien aussi et qui complète le premier bras. Donc moi et les bords, nous sommes sur ce deuxième bras. Donc, rentrons juste, différence premier bras, deuxième bras. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le premier bras, tout est mesurable et presque cartésien et c'est scientifique, alors que le deuxième bras, ça touche à la tête, aux émotions. Oui, j'y avais jamais pensé, mais c'est tellement ça. T'as raison. Donc c'est 10 fois plus dur, le deuxième, que le premier. Et est-ce que le deuxième ne montre pas les limites du premier? Alors, les limites, je trouve que c'est un peu dur, ce mot, mais je sais bien que tu es là pour un peu taquiner. Quand je dis ça, c'est plus, on sait tous qu'il y a des soins, et on ne saurait même pas l'expliquer aujourd'hui, même des gens en rémission de cancer, le mental, mais a un pouvoir incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça, tu as raison, je comprends mieux, je réfléchis en même temps quand tu dis limite. Je suis pas méchant, Laetitia. Non, quand tu dis limite, je comprends mieux, parce qu'en fait, c'est vrai que tous les projets que nous créons, notamment autour des soins de bien-être, des soins complémentaires, viennent, j'allais dire, compléter et soutenir ce premier bras, puisque les soignants disent, mais c'est génial quand vous montez des programmes de socio-esthétique, de musicothérapie ou autres, vous nous aidez dans la prise en charge sur la douleur, parce que ce que vous faites et qui complète le soin technique, en fait, a un impact considérable sur la baisse des angoisses, la recréation du lien social et parfois même sur la baisse de prise dentalgique. Donc oui, si on parle de limites, j'aime pas beaucoup, mais je sais que tu es là un peu pour ouvrir des portes et un peu taquiner. Et me taquiner, me challenger, oui, on peut dire ça, mais en fait, le deuxième bras complète le soulagement, les traitements. Je peux pas dire ça. Mais c'est vrai que la médecine palliative, j'aime bien. On a deux bras. C'est comme nous, on est quand même plus agile avec deux bras. Et en médecine palliative, le traitement est là et nous, on vient en complément. Donc, on crée et développe des projets qui aident les soignants dans leur prise en charge. Et c'est vrai et qui donnent des projets de vie à la personne malade. Tu peux pas imaginer quand on crée des jardins thérapeutiques intergénérationnels, quand on crée des lieux de vie, quand on crée des programmes, les soignants sont heureux, on leur fait du bien. Eh ben attends, je vais trop vite, je sens que je vais trop vite. Pas du tout. Je sens que on a bien préparé ce podcast parce que tu vois où est-ce que je veux en venir et t'enchaînes directement. Moi, je voulais juste savoir une petite chose. Pour des personnes qui nous écoutent, qui viennent de l'écosystème startup, on peut dire que tu es un incubateur. Un incubateur ou un accélérateur, en tout cas à projet. Voilà. Et juste avant, tu l'as dit, on ne peut pas se rendre compte à quel point quelques petites actions peuvent donner du baume au moral, redonner confiance, redonner espoir. Je pense que le mot espoir dans ce cadre-là. Absolument. Tous ces petits Donne-moi des exemples et je vais aller plus loin. On va essayer d'analyser ensemble. À travers ces actions, qu'est-ce qui stimule la personne pour que du jour au lendemain, il y ait un changement que le premier bras ne peut pas apporter, encore une fois? Alors, écoute, c'est une excellente question. En fait, quand on va sur le terrain, tu vois, il y a 2 jours, j'étais à Avignon. La semaine dernière, nous étions à Pau. Quand on parle avec tous les soignants avec lesquels on a monté ces projets, tu n'imagines pas des yeux, déjà les yeux des soignants, l'émotion, même parfois les larmes, qui disent, mais vous n'imaginez pas le bien que vous faites aux patients. C'est vrai qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est que nous et les bords, on ne rentre pas dans la chambre d'un patient. On n'est pas là, on peut pas, sauf quand on fait des vidéos, des films et qu'ils acceptent. Tu comprends bien que quand tu es pris en charge en soins palliatifs, que ce soit à la maison ou à l'hôpital, on est quand même sur un sujet difficile. La personne, elle est vulnérable, elle est fragile, elle va pas bien. Donc nous, quand on arrive avec ces projets, déjà, on montre à la personne malade qu'elle a du prix à nos yeux. Que c'est pas parce qu'elle est malade ou voire en fin de vie que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Elle est toujours là jusqu'au bout. Vous considérez, vous valorisez des gens qui parfois se considèrent oubliés. Oui, pardon. On leur donne des projets de vie. Ils ont du prix aux yeux de la société. En fait, quand on développe nos projets, j'aime bien cette image, on fait rentrer la société dans la chambre de la personne malade. Quand tu as un thérapeute qui vient et qui lui dit, madame, monsieur,
Est-ce que vous avez envie d'écouter de la musique? Quelle est la chanson qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous avez envie qu'on sculpte, qu'on fasse du dessin? Est-ce que vous avez envie, avec l'aide d'un biographe hospitalier formé, que je vous écoute, que vous me racontiez un pan de votre vie? Comme ça, vous pourrez laisser un livre, quelque chose à votre famille, à quelqu'un que vous aimez. Mais tu imagines pas ce que ça... Du coup, il se dit, oui, j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à faire. J'aime le dessin, j'aime aussi qu'on me maquille, qu'on me coiffe, qu'on fasse mes ongles. Je serai plus belle, plus beau. J'aurai quelque chose à dire, j'ai des projets. Et ça lui fait oublier sa maladie. Et c'est extraordinaire. Et ça fait du coup, je reviens à cet impact, à ce bénéfice pour la prise en charge des soignants. Ça facilite la prise en charge. Ça aide aussi les aidants. Ça leur dit, mais waouh, je me sens mieux parce qu'on s'occupe de mon proche malade. Voilà. Tu parlais juste des soignants. Oui. Bon, évidemment, les patients, j'imagine qu'ils le valorisent et qu'ils le voient. Ça, moi, je veux parler des aidants. Oui. Les aidants, si je comprends bien. J'en ai pas assez parlé encore. On a une heure. On prend le temps, ne t'inquiète pas. Et je t'interromprai s'il le faut absolument. Définis-moi les aidants. Moi, je pense aux familles. Je pense qu'il y a d'autres personnes. Et surtout, je pense que vous apportez un truc que eux-mêmes se rendent compte qu'ils ne peuvent plus apporter. On va parler peut-être de la limite en fait du champ d'action quand on est si proche de ça d'une personne et qu'on a autant d'émotions. Et c'est là où aussi les bords, via les actions que vous soutenez, vous pouvez apporter du renouveau dedans. Oui. Alors les aidants, tu as raison, il faut commencer par les définir parce que les aidants, en fait, ils savent jamais qu'ils sont aidants. Tu vois, parce qu'en fait, l'aidant, c'est on le valorise même pas naturellement aidant quand on accompagne son papa, sa maman, son mari ou malheureusement un enfant. On est aidant naturellement parce qu'il y a ce lien affectif qui nous lie, donc, mais on ne se considère pas forcément comme un aidant. Aujourd'hui, depuis 5-6 ans, on parle beaucoup des aidants. Parce que les aidants, il faut les soutenir. Bien sûr. Il faut savoir, donc les aidants, c'est la famille, mais ça peut être aussi une voisine, un voisin. Parfois, c'est même un collègue de bureau quand malheureusement la personne n'a pas de famille, n'a pas d'entourage. Il faut se dire qu'on a beaucoup de chance quand une personne malade a sa famille autour d'elle et que la famille est présente. Mais parfois, la famille, elle est présente, mais elle est loin. Aujourd'hui, tout le monde vit aux quatre coins du monde. Ouais, donc, sûr. La famille, l'entourage, ça peut être une voisine de palier, ça peut être un ami, une amie. Okay. Voilà. Les aidants, ce sont toutes les personnes qui gravitent autour de la personne malade et en qui la personne malade a confiance. Et ces gens-là ont peu été valorisés jusqu'à... En tout cas, toi, quand tu es arrivé avec Elébor, bon, même si tu as de l'expérience avant, on va en reparler, mais... Alors, je ne sais pas si c'est le mot valorisé, mais en fait, les aidants, comme tu le disais... Ils considéraient qu'ils n'avaient pas le choix. Non, mais ils se considèrent même pas comme aidants. Il y a un lien, une filiation ou un lien d'amitié ou d'amour qui est là, donc c'est presque, je considère un peu comme un animal qui met au monde, un chien qui met au monde un chiot. T'as ce lien qui est là, voilà. Vas-y, je t'en prie. Mais aussi, si tu veux, ce qui est aujourd'hui, pourquoi en soins palliatifs, on s'occupe aussi des aidants, et pourquoi cette problématique des aidants, elle est partout aujourd'hui, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que c'est un chiffre qui est terrifiant. Moi, je trouve que 30% des aidants, tu m'entends, décèdent avant la personne malade en France. Arrête. Quand j'ai commencé, c'était 8%. Aujourd'hui, 30%. Et je me suis dit, c'est pas possible, on s'est trompé avec ce chiffre. Et j'ai fait des recherches, c'est 30%. Pourquoi ? Parce que les dents s'oublient. Donc, en soins palliatifs aussi, on veut prendre en charge les dents. Alors, on veut lui proposer des séances avec un psychologue. On veut lui proposer des soins de bien-être. Alors, c'est difficile. Maintenant, il commence tout doucement à accepter. Il dit non, j'en ai pas besoin. C'est pour mon proche malade. Si vous voulez que votre proche reste à domicile en soins palliatifs, il faut aussi qu'on s'occupe de vous. Vous n'allez pas tenir. Tu ne peux pas aider les autres si tu ne t'aides pas toi-même. Si tu t'aides pas, si tu prends pas soin de toi, et si on ne prend pas soin de toi, tu vas craquer. C'est dans ça que je te disais non valorisé, c'est que tu te sens obligé d'aider la personne par le lien que tu as, mais tu ne valorises pas ce que toi, tu es en train de produire, ce que ça te coûte.
et par moment, tu te réveilles et j'entends ce chiffre de 30% qui me fait un peu froid dans le dos. Moi, je veux te parler d'une chose, je reboucle là-dessus, tu as parlé de sens, et entre-temps, tu as parlé donc sens de vie, à travers les actions que vous menez aussi avec Elébor, et j'ai le sentiment que tout ça, la seule secret sauce, c'est lutter contre la solitude. Tu viens de parler de ces 30%. Ouais. Je pense que ces 30%, on parle de solitude, elle peut être mentale, on peut être très entouré. Et sûr. On peut même parler des soignants qui doivent se sentir seuls et quand ils voient Elébor. Ouais. Moi, je veux comprendre juste une petite chose dedans. Ouais, dis-moi. Est-ce qu'on peut dire que la solitude, à travers Elébor, tu l'as côtoyée dans la réalité est la pire chose qu'elle puisse incarner. Ouais. Et l'autre chose, c'est être entouré, c'est une chose, mais j'ai l'impression que la manière de sortir de ça, et on va faire un point avec toi aussi après, je vais poser la question différente, mais en gros, j'allais dire, c'est trouver un sens dans sa vie, et je me pose même la question, dans ta définition, est-ce qu'on peut être heureux si on n'a pas de sens ? Il y a plein de questions dans ta question. Alors, il y a une petite question qui termine sur de la philosophie. Oui. Je te laisse voir par quel moment tu veux commencer. Je vais commencer par cette notion de solitude. Mais tu as raison. Je pense que c'est lié. En fait, si tu veux, j'ai tellement de choses à dire, mais on a le temps, c'est ça qui est formidable, et ce n'est pas toujours le cas. Prenons cette médecine, ces soins palliatifs, ce sont des soins, pour moi, qui sont d'une grande humanité. Et qui accompagne, en effet, tu as parlé des soignants, de la personne malade, des aidants, qui englobe, qui fait en sorte que cette médecine, elle n'isole pas, elle rassemble. Elle rassemble parce que c'est une médecine de solidarité. C'est une médecine qui fait en sorte que la personne malade, elle se sente plus seule, malgré sa fragilité, malgré peut-être sa finitude. Elle fait en sorte que l'aidant aussi soit là, soit soulagé. Ben oui, on est là pour vous. On est là pour vous. Et les soignants, je ne vais pas parler de solitude pour les soignants, même si parfois ils doivent se sentir très seuls, parce que c'est tellement dur. C'est tellement dur. Puis les équipes parfois sont sous-staffées. Je ne veux pas parler de politique, on se l'est dit, mais on sait tous, et d'autant plus depuis le Covid... on vient de le dire juste avant, c'est un des métiers les plus utiles sur Terre et en même temps, je le sais très bien, les moins valorisés financièrement. Et en plus de ça, quand je parle de solitude pour eux, c'est que eux, ils ont un sens dans leur vie, c'est de vouloir aider autrui et qu'on les aide même pas dans cette action. J'avoue que j'ai c'est mon vrai côté sensible là, mais j'ai du mal à comprendre. Vraiment modestement, avec la plus grande humilité, nous Elébor, depuis 15 ans, même presque 16 maintenant, on apporte ces petites pierres qui font du bien. Les soignants nous disent, mais vous nous faites du bien parce que déjà, quand vous venez nous voir pour écouter nos besoins, nos attentes sur le terrain, parce que c'est notre rôle, on va au-devant des soignants pour écouter même leurs rêves. Je pourrais te raconter une très jolie histoire tout à l'heure. Leurs besoins. En fait, on est là pour écouter les besoins, les solutions, et les besoins et les attentes, des soignants. De quoi avez-vous besoin pour vous aider, pour mieux prendre en charge, pour apporter de la vie dans vos services ? Et ensuite, nous, avec mon équipe, mes experts, on rassemble ces petits morceaux de puzzle, tout ce qu'ils ont dit, pour voir si on peut monter un projet et accompagner ce projet de la mise en place du projet sur le terrain. Après avoir eu cette phase d'ingénierie, de travail, nous sommes bien un incubateur de projets. On met en place ce projet qu'on accompagne en compétences et financièrement sur 3 ans. Je ne parlerai pas financement tout de suite. Donc, pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, on apporte de la vie. Donc, déjà, on valorise leur travail. Et ça leur donne des vitamines. Ça leur fait du bien. Tu avais un exemple. Vas-y, va sur cette histoire, parce que je le dis en plus, on s'en est parlé avant. Si ce médecin voit ce podcast et je lui enverrai, elle va sourire. Donc, j'ai travaillé sur un projet avec mon équipe à Poissy. On a monté des programmes de massage pour les enfants malades en pédiatrique, en soins palliatifs, et pour leurs parents. Avec ce chef de service qui s'appelle Béatrice, le docteur Béatrice Pellegrino, qui a été mutée, qui est partie au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie. Donc, elle dirige aujourd'hui le service de pédiatrique, douleur et soins palliatifs. C'est une femme remarquable. Et quelques temps après son arrivée, je l'appelle parce que tu penses bien que moi, je tisse et mon équipe, on tisse des liens très forts avec ces soignants. Enfin, ça va au-delà du métier. J'appelle Béatrice, je dis « Coucou Béatrice, c'est Laetitia, comment vas-tu ?» On parle un petit peu, je dis « Béatrice, je ne connais pas le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie.
dis-moi, je suis sûre que tu as plein de rêves. Tu as plein de rêves pour cet hôpital. Il dit, mais tiens, j'ai plein de rêves. Donc, j'ai commencé à noter ces rêves. C'est pas des projets, ce sont des rêves. Des rêves. Et on en reparlera. Ouais, des rêves, le mot est important. J'aime bien ce rêve, j'aime bien ce mot rêve. Bien sûr que ce sont des besoins aussi. Et donc, on s'est déplacé en équipe et on a monté déjà 2 rêves. C'est la création d'une aire de jeu inclusive pour des enfants qui sont souvent en fauteuil roulant, mais qui ont envie de jouer avec leur fratrie ou leurs copains. Tu vois, ce sont des modules qui sont adaptés au fauteuil roulant. Voilà. On est en train de créer un espace famille pour permettre aux familles dont un enfant est malade et de pouvoir venir se ressourcer, se retrouver en dehors de la chambre de l'hôpital. Et en dehors de l'hôpital, on le sait qu'il n'est pas toujours très hospitalier. Donc, permettre aux familles aussi de regarder un film, d'avoir des ateliers aussi, de rencontrer un psychologue ou juste de dormir. Tu vois. Et puis, on a monté un 3e rêve qui n'était pas prévu. C'est que près de l'hôpital, tu as un EHPAD qui n'est pas loin, qui est rattaché aussi à l'hôpital. Je dis, mais je veux aller dans l'EHPAD, je veux qu'on aille voir ce qui se passe. Et on a réhabilité un jardin thérapeutique intergénérationnel qui permet à des enfants malades de venir avec les soignants, leurs parents, profiter de ce jardin thérapeutique réhabilité, faire des ateliers aussi avec les résidents. J'ai une question là-dessus. Oui. Et c'est un peu la question que je me la pose depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez fait des connexions entre des personnes âgées et des personnes jeunes, et les deux qui sont malades, qui ont potentiellement même un pronostic vital engagé, mais potentiellement 60 ans de différence? Pas tant que ça, mais en tout cas, à Mantes-la-Jolie, oui, et ça fonctionne très bien parce que c'est les enfants, c'est la vie, c'est la jeunesse, même s'ils sont malades. Pour les résidents, ils se disent « Waouh, ça nous fait du bien ». Ils racontent, eux, les résidents, leurs souvenirs. Est-ce qu'ils ça se passe très bien. Ils ne se soutiennent. Est-ce que je me pose la question, est-ce que avoir un reflet de toi avec 40 ou 50 ans de plus âgé ou plus jeune, est-ce que ça n'a pas un effet sur le discours que tu tiens qui doit être presque plus, que tu t'autorises plus à être négatif peut-être? Tu vois ce que je veux dire? Oui, et je dis ça, je connais pas ces personnes-là, j'imagine. Je pense, alors j'ai pas 90 ans, je l'aurai un jour, avant toi évidemment, je le sais, bon. Yacine. Si la vie a bien fait les choses, j'espère. Mais c'est évident, tu as raison, c'est évident que, encore une fois, ce sont des projets de vie, ça apporte peut-être pour les enfants un respect de la personne âgée. La personne âgée, c'est la mémoire. Et puis finalement, ils se retrouvent quand même sur des choses très faciles. Cultiver la terre, planter des graines, récolter, échanger sur des haricots qu'on a plantés, des tomates, les manger aussi. Et puis la personne âgée, elle a envie de raconter son histoire. Parce qu'un enfant, tu sais bien, l'enfant, il n'a pas de limite. Et puis il est tellement nature. Racontez-moi, vous avez vécu... Mais peut-être que cette personne âgée n'avait pas l'occasion de raconter son histoire avant. C'est aussi peut-être ça quand on parlait de solitude. Peut-être qu'elle n'a pas de famille, peut-être qu'elle est seule, peut-être que personne vient la visiter, oui, bien sûr. Donc... c'est bizarre ce que je vais dire, mais un malade peut être un aidant pour un autre malade. Ah oui, j'avais pas pensé ça. Oui. En soi. On est tous aidants. Et le point commun, c'est les bords. Allez, voilà. Je te repose cette question un peu philosophique avant qu'on arrive sur toi. Est-ce que dans ta conception de la vie et d'être heureux, on peut le faire si on n'a pas un sens? Une quête de sens ou un sens déjà trouvé? Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut avoir une quête de sens. Enfin, je te parlerai un peu de mon bénévolat que j'ai fait sur le terrain tout à l'heure pendant 12 ans. Je dirais, on se fait du bien quand on rend l'autre heureux. Enfin, quand on donne, entre guillemets, on reçoit beaucoup plus. Enfin, on l'expérimente tous, dans les petits riens de la vie. Cette notion de solidarité et de un merci, on apporte un petit plat à une personne âgée, on vient rendre visite à quelqu'un. Enfin, on l'a tous fait, on le fait au quotidien. Hein. On a une personne qui va pas bien, on lui remonte le moral. Mais attends, c'est ça la vie. Et on se fait du bien. Et on oublie un peu ses soucis parfois même. Enfin, je veux dire, la vie, elle est pas toujours facile, on le sait. Mais la vie, elle reste belle quand tu donnes aux autres, quand tu fais du bien, quand tu vis pas de manière égoïste. Je trouve que si tu t'enfonces, ouais. Tu t'enfonces quand tu es égoïste, quand tu vis que pour toi, mais tu vas droit dans le mur. Tu le sais bien. Pour autant, enfin là, j'allais dire l'avocat du diable, pas du tout. On nous apprend en France, parce que c'est ce que je connais,
à créer sa carrière, enfin, dans tout ça, il n'y a que de l'égoïsme. Tu rentres dans un job, avant on te disait 20 ans, aujourd'hui on te dit, les écoles, tu dis non, reste 3-4 ans dans la boîte et va chercher un meilleur salaire. Donc tout ce qu'on te dit, la manière dont on t'inculque tout ça et l'entrée sur le marché pro, c'est tourné vers toi. Maintenant, je reconnecte à deux choses, c'est la quête de sens. Moi, je me pose cette question, est-ce qu'il y a une corrélation entre cette quête de sens, ce dont on vient de parler, se sentir utile en fait au final, et l'entrepreneuriat et la passion. Et je fais écho à la conversation qu'on a eue juste en haut, où par moment, on croit que la passion, ça doit être un truc très précis de niche où on peut en vivre et faire des millions. Genre, joueur de foot à 6 ans, on sait déjà qu'on veut faire. Mais en fait, la passion se définit dans plein de petites choses. Donc, passion, entrepreneuriat, quête de sens, moi, je veux comprendre. Et après, on va parler de toi. Je le dis depuis 3 fois, mais on va arriver à ton déclic, Laetitia. Tu ne vas pas y échapper. Oui, écoute, je pense que la vie, comme pour toi, avec ce que tu as créé, je pense que la vie, elle te réserve plein de surprises et que tu allies l'énergie que tu as en toi, tu allies tes compétences, ce que tu as envie de faire, mais parfois, tu as des petits cailloux qui arrivent ou des événements dans ta vie qui font que tu donnes un autre sens à ton parcours professionnel et tu peux rentrer dans cette notion d'entrepreneuriat. Je pense que c'est un petit cocktail. Et je pense que tout n'est pas... heureusement, tout n'est pas écrit d'avance. C'est un moyen, l'entrepreneuriat, pour arriver à ta quête de sens, assouvir ta quête de sens. Ça peut être un moyen, parce que en entreprise, c'est un petit peu plus compliqué quand tu rentres dans des grands groupes. Je pense que cette quête de sens, c'est plus difficile à trouver. Je pense, alors c'est le point de vue de Laetitia, attention, je pense que... Laetitia ne sait pas tout de tout. Non, non, personne. Je pense que cette quête de sens... Quand tu as une quête de sens, c'est que il y a quelque chose qui te manque. Peut-être que ça veut dire, tu cherches quelque chose, donc j'imagine, tu as un projet derrière. Ou le projet, il vient, il se déroule après. C'est un peu comme la pelote de laine, tu sais, que tu déroules. Et donc, cette quête de sens, ça veut dire, si tu as une quête de sens, c'est qu'il me manque quelque chose, il te manque quelque chose. Donc, tu commences à dire, mais au fond, s'il manque quelque chose, j'ai peut-être quelque chose à faire. Et t'es déjà dans la recherche. Et t'es déjà dans la recherche, et t'es déjà en train de te dire, au fond, déjà tu te dis, je suis peut-être pas très bien là où je suis. Comment t'acceptes qu'il te manque quelque chose et le voir de manière positive plutôt que se dire tout ce que j'ai pris pour acquis jusqu'à présent, à savoir ma carrière, mon job, je trouve que c'est bien, une quête de sens, ça prouve que t'as envie d'avancer, t'es entrepreneur, t'as envie de... tu te dis, j'ai peut-être quelque chose, si j'ai une quête de sens, dans le sens positif du terme, c'est pas du tout... Pour moi, quête de sens, ça ne veut pas dire mal-être, attention. Pas du tout. C'est justement... Même vide à combler n'est pas un mal-être, peut être quelque chose de très positif. C'est que je me dis, j'ai envie de, peut-être, avec mes compétences, avec mes acquis, mes études ou pas mes études, mon énergie, parce que c'est un cocktail, ce sont des ingrédients que tu rassembles pour faire une jolie recette. J'ai envie de monter un projet et j'ai envie d'être entrepreneur. Moi, je suis très étonnée par ta génération. Je trouve que vous êtes... incroyablement dynamique et entrepreneur, beaucoup plus que moi, ma génération. Je prends pas les compliments, tu les envoies aux entrepreneurs, les vrais, là, de mon âge, mais moi... Voilà, donc si tu veux... moi, c'est pour ça que j'ai eu envie de... C'est tout, on en parlera, avec ce que j'ai vécu, la richesse de mes 12 ans d'accompagnement en soins palliatifs par rapport à mon métier dans les cosmétiques. J'ai eu envie à un moment, j'ai senti que c'était le moment, pour tout un tas de raisons, où je pouvais créer Elébor. Elébor, juste dis-moi en 30 secondes, vous avez accompagné depuis 2011, c'est ça? Oui, on est né le 1er janvier 2011. On a accompagné, on a créé et développé en co-construction ou à 100% aussi pour les soignants, 136 projets en France. Donc il y a de l'accompagnement, il y a du financement aussi dessus? Ah oui, tu sais, le financement est un moyen au service de toutes nos actions. Attends, on va reparler de tout ça et faire un vrai appel aussi à projets potentiels plus tard dans le podcast. Moi, je jump là-dessus. Dis-moi. Qu'est-ce qui t'a manqué, Laetitia, et qui a permis une certaine recherche de sens jusqu'à arriver à Elébor? Et je vais aller plus loin. Non, vas-y, j'irai plus loin juste après. Mais qu'est-ce qui t'a manqué? Il faut jamais... j'ai adoré mon métier de marketing dans des grands groupes où je gérais des belles marques de parfums, avec la création de flacons, de fragrances. J'ai trouvé ça passionnant.
Et parallèlement, j'ai vécu un deuil d'une cousine qui est morte à 40 ans d'un cancer. C'est un cancer qui laissait 4 enfants. Et j'ai retrouvé à cette occasion une vieille amie qui avait accompagné ma cousine. Et elle m'a dit qu'elle s'était formée pour être accompagnante bénévole en soins palliatifs. Et je l'ai fait parler, tu sais, le témoignage, il n'y a rien de fort. Et ça m'a, je sais pas, il s'est passé quelque chose là, ça m'a bouleversé tout ce qu'elle m'a dit. J'ai acheté plein de livres, les livres de Marie de Henzel et d'autres. J'ai rappelé mon amie quelques mois après, je lui ai dit, écoute, dis-moi où tu t'es formée pour être accompagnante bénévole. Elle m'a dit, je me suis formée dans telle association. Et j'ai été rencontrer l'association, et c'est ainsi que c'est une vraie formation. Je me suis formée, j'ai été sélectionnée, parce qu'il faut être sélectionné, c'est un recrutement. Il y a plein de critères, t'imagines bien. Et donc, pendant 12 ans, j'ai accompagné en soins palliatifs à Pompidou, à Paris, puis à Saint-Denis. Et c'est là où j'ai découvert cette richesse, en parallèle de ta carrière, hein, tout oui, ça bénévolement. Voilà. Et j'ai découvert waouh, ces soignants d'une grande humanité, ces patients qui me faisaient du bien. Enfin, on reçoit des cadeaux de vie. C'est pas racontable, il faut les vivre. J'ai rencontré des familles qui étaient heureuses qu'on soit à l'écoute. Voilà. Et je vais plus loin ou pas ? Moi, j'ai une petite question. Et d'ailleurs, moi, je pose des questions, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent rester entre deux personnes humaines et qui n'ont pas besoin de se raconter sur un podcast. Moi, je veux savoir sur ta cousine, et c'est à toi de me dire si tu peux en parler, mais qu'est-ce que tu as ressenti dans cette conversation ? Et je m'explique. Il y a dû avoir quelque chose qui, derrière, t'a mise en action. Et avec mon ami. Oui, avec ton ami qui a accompagné ta cousine, voilà. Du coup, dans cette fin de vie. Et juste dedans, ce qui m'intéresse que tu comprennes, c'est comment des personnes qui ressentent par moments un vide, par moments une limite, un manque, comment elles peuvent se tourner facilement dans l'action sans se dire « Ok, demain, je monte une boîte ». T'as pris 12 ans avant d'avoir l'idée et les bords. T'as pris 12 ans de plaisir dans l'accompagnement et dans l'action. Ouais. Alors, c'est une vraie question. Je pense que c'est encore une accumulation il y a plusieurs strates. Bon, déjà, je pense que j'avais envie de donner plus de sens à ma vie. Parce que j'ai adoré mon métier et c'est passionnant, développer des flacons, travailler avec des parfumeurs, faire des plans marketing. Mais je pense que j'en avais un petit peu assez. Quand tu dis sens, c'est de l'utilité ? C'est être utile pour la société ? Tout est utile. Moi, je veux dire, développer des... Aider l'humain ou monter des parfums. C'est pas la même chose, mais je veux pas dénigrer parce que j'adorais mon métier et que moi, j'aime le parfum, toujours, je l'aimerais toujours. J'aime les fragrances. Mais j'avais certainement envie de donner plus de profondeur à ma vie. Je me suis enrichie, n'oublie pas que je faisais de l'accompagnement bénévole en soins palliatifs chaque semaine, 4 heures. Donc, Suite à cette conversation, je me dis, mais au fond, il y a tellement de choses à faire. J'avais envie de donner plus de sens à ma vie. J'avais aussi 4 enfants déjà à l'époque. J'en ai toujours. Donc peut-être envie de moins voyager, voilà, tu vois. En fait, dis-moi si je me trompe, mais la conversation que tu as eue, elle t'a touché et tu t'es juste mise en action. Toutes les questions que je te pose, tu ne te les ai pas posées à l'instant T de pourquoi ça me touche, qu'est-ce que je devrais faire. Bien sûr que si. Je me suis même posé des questions en me disant, mais moi qui pleure devant Sissi et Blanche-Neige, pourquoi je m'intéresse aux soins palliatifs ? Mais parce que j'ai été touchée au plus profond de moi-même par l'humanité des soignants, par tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, le prendre soin, le temps gratuit donné. Le temps gratuit donné. Moi, j'ai un soignant qui m'a dit, en soins palliatifs, on n'a besoin de rien. On a juste besoin d'une chaise. J'ai trouvé ça tellement joli. Pourquoi la chaise ? C'est que le soignant, il ne reste pas debout derrière le lit. Il vient s'asseoir à côté de la personne malade ou de l'aidant. Il prend son temps. Rien que ça, c'est beau, tu vois. Donc, voilà. Et puis, le fait de créer les bords, c'est pas venu comme ça, clic. Non. Je me suis dit, au fond, qu'est-ce que je peux apporter ? J'ai compris, si tu veux, qu'avec mon background, ce que j'avais fait en entreprise, je me suis dit, au fond, ce que je te dis, tu le sais. Les soignants, ils sont formidables. Mais ils manquent de temps
d'expertise pour créer des projets sur ce deuxième bras de la médecine palliative et ils savent pas comment aller chercher des financements. Mais ils ont besoin d'idées, ils ont tellement d'énergie, ils me disaient, j'ai envie de faire ça, j'aimerais tellement faire ceci. Et c'est là où je me suis dit, mais Laetitia, tu peux peut-être apporter ta petite pierre, travailler sur ce volet-là, qui n'est pas pris en charge par l'État. Il t'a fallu quelques années avant de te rendre compte de ce volet-là, en fait, de cette opportunité. On peut parler d'une opportunité. C'est une opportunité. Et puis, comment c'est né? C'est en parlant avec des soignants, en disant, mais en voyant aussi leur épuisement et leur solitude. Et le manque. Parce que tout ce qui est réconfort, soutien, tous ces projets que nous montons au sein d'Elébor, bien sûr qu'ils sont là pour soulager, provoquer du bien-être, de la joie, de la vie, de l'émotion, des sourires. Bien sûr pour les personnes malades et les aidants. Mais ces projets font tellement de bien aux soignants aussi. Je vais te titiller là. Vas-y. Je te dirai si je réponds. Je vais dire, tu m'attendais au tournant, j'arrive avec mes gros sabots. Non. T'as été dans l'action pendant 12 ans. Mais tu as gardé une stabilité. Quand tu dis dans l'action, en tant que bénévole ou Oui, exactement. En tant que bénévole avant Elébor. J'ai fait du terrain, oui. Question toute simple. Est-ce que tu aurais pu monter Elébor plus tôt? Non. Impossible? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Visiblement, j'étais pas mûre. Sinon, je l'aurais créé plus tôt. Je pense qu'il a fallu que je fasse beaucoup de terrain. Donc, c'est pas une question de timing. C'est toi. Là, c'était toi la variable. Oui. Okay. Je pense qu'il fallait que mes enfants soient un peu plus grands aussi, parce que je pensais moins travailler qu'en entreprise. Mais c'est une erreur, chers entrepreneurs, futurs entrepreneurs. Mais bon, avec de la passion quand même. Voilà. Non, mais je pense que c'était le bon moment. Mais quand tu dis le bon moment, c'est qu'avant, je te donne des éléments, hein, tu n'avais pas assez confiance en toi, il y avait trop de risques parce que tu avais une vie de famille et 4 bouches à nourrir, quoi. C'est quoi? C'est arrivé, là tu rentres dans mon intimité. Tu peux mettre une barrière, Laetitia. Combien gagnais-tu? Je dois beaucoup à mon mari. C'est lui qui m'a dit, mais vas-y, fonce. C'est lui qui t'a permis de prendre parce qu'il se rendait compte que je m'essoufflais un petit peu là où j'étais, que ça commençait à maturer. Et puis j'ai rencontré des personnes qui m'ont... Tu sais, pour monter une structure comme Elébor ou d'autres structures, il faut s'entourer de meilleurs que soi. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut s'entourer de meilleurs que soi. Donc, j'étais parlé avec des consultants, avec des experts. J'ai rencontré des journalistes, j'ai rencontré des politiques, des députés. Tout ça m'a permis d'avancer dans ma réflexion. Et c'est vrai que c'est un peu mon mari. Ouais, c'est mon mari qui m'a dit, écoute, tu as ce projet, vas-y, fonce. Tu imagines bien que je quittais un salaire confortable pour rien du tout. Est-ce que juste ton mari, c'est pas qu'une question d'argent quand il t'a dit vas-y, fonce? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'on t'a pris pour une folle, en fait, de quitter une carrière pour faire ça? Est-ce que ton mari t'a dit, t'a conforté dans cette prise de risque? Il m'a conforté, évidemment. Il m'a conforté. Ça a été... Il n'y aurait pas d'Elébor sans lui. Sans son soutien, il n'y aurait pas eu d'Elébor, c'est certain. Et donc ça, c'est génial. Dédicace, cher Marie, j'espère que tu nous regardes. C'est quand même une sacrée aventure, hein. Je sais, mais surtout, tu l'as dit toi-même, tu croyais bosser moins et au final bosser plus. Oui. Il y a un côté naïf. Voilà. Par contre, moi, je note une chose, et j'ai l'impression que c'est petit à petit aussi que ton mari t'a mis en confiance, mais t'as été dans l'action de A à Z. C'est-à-dire que même là, tu parles aller parler avec des députés, aller parler avec des boîtes de conseil, etc. C'est que t'es à la recherche, dis-moi si je me trompe, et je veux avoir ton avis là-dessus. Vraiment, il faut se mettre dans l'idée de quelqu'un qui est en train de monter un projet, comme moi, Yacine, et qui flippe au quotidien. Tu connais, hein? Ah ouais, plus que jamais. Ouais. Toi, t'es allé chercher des petites victoires sans déjà te mettre un énorme logo Elébor en te disant c'est ça la structure qu'il faut que je crée. T'es allé petit à petit. Alors, j'ai beaucoup de chance. J'ai été conseillée par des consultants. Donc, un ami consultant qui m'a aidé bénévolement à y voir plus clair dans ce que il m'a accompagné. C'est lui qui m'a dit, mais au fond, je comprends ce que tu veux faire. Tu vas créer un fonds de dotation. Il faut se remettre à l'époque, c'était en 2010. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un fonds de dotation, parce que les fonds de dotation avaient été créés en France par Christine Lagarde sur un modèle américain, Endowment Funds, en 2009. Donc tu penses bien qu'on me parlait chinois. Ouais. Donc il m'a accompagnée
avec aussi d'autres consultants. Tu vois, ça a été... En fait, j'ai eu que des belles étoiles dans cette aventure. Et tu l'as provoqué, ta chance, hein, juste. Hein. Oui, le bien sûr. consultant, t'es allé le chercher. Voilà, donc après, j'ai créé ma structure. J'ai eu beaucoup de chance parce que dans mes accompagnements en soins palliatifs, j'ai été aussi à un moment, je coordonnais des équipes de bénévoles au sein de cette association. J'ai apporté mes compétences pour coordonner des équipes de bénévoles dans différentes structures en Île-de-France en lien avec les soignants. Et pour la première fois, j'ai été au Diaconesse, à l'unité de soins palliatifs des Diaconesses dans le 12e, pour rencontrer une équipe de bénévoles et échanger avec le chef de service, notamment le docteur Gilbert Desfosses. Et j'ai été extrêmement touchée par sa bienveillance, sa disponibilité, son humilité. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Et quelques années après, quand j'ai commencé à avoir mes 10 pages de dossiers bien ficelés pour le fonds de dotation, je me suis dit, je ne veux pas être présidente de cette structure. Je ne suis pas soignante, moi. Je veux que cette structure soit portée par un soignant. Et j'ai été voir le docteur Gilbert Desfosses. Et ça a été extraordinaire. Je lui ai dit, écoute, Gilbert, il faut que tu m'accordes 1 heure. Donc, je lui ai expliqué ce projet qui était encore en construction. Je lui ai laissé mon petit book, là, mes 10 pages. Et je lui ai dit, écoute, prends ton temps, mais reviens vers moi pas trop tard. Et puis, 10 jours après, il m'appelle et il me fait la plus jolie des phrases. Il me dit, mais Laetitia, comment est-ce que personne n'y a pensé avant? Je lui ai dit, Gilbert, alors, tu dis oui pour devenir président? Et il a dit oui. Tu vois, et comment ça, personne n'y moi... a pensé avant? Non, mais c'était non, tellement spontané. Question que mais je j'en te sais pose. rien, moi, je sais pas, parce que mais c'est. toi qui as monté la boîte, t'as dû rencontrer d'autres personnes des assos. Parce que peut-être que les soins palliatifs en France, ils ont été développés, ça fait après-guerre, on va dire. Hein, on va pas rentrer, on n'a pas le temps, mais on pourra en reparler tous les deux si tu veux. On va dire que les soins palliatifs ont commencé vraiment à se développer, fortement, malheureusement, à la période du sida. Ok. Donc, tu vois, c'est pas très vieux. Et c'est vrai que la priorité est donnée au soulagement de la douleur. Hein, avec la morphine, tout ça, il fallait soulager. C'était épouvantable ce qui s'est passé dans les années 80. Donc, si tu veux, je pense qu'on s'est concentré, et tant mieux, sur le soulagement de la douleur, apaiser les souffrances physiques, les douleurs physiques. Et le reste est venu petit à petit. Donc, il faut savoir que l'État fait tout ce qu'il peut en termes de formation des soignants. Bon, il n'y a pas assez de soignants formés en soins palliatifs, c'est clair. Création de structures, médicaments et tout ça. On va dire que c'est pris en charge par l'État. Mais le reste, c'est pas possible. L'État peut pas le faire. Il a déjà beaucoup trop de tâches et de structures à créer. Budget à voter. Tu vois, et c'est pas possible. Et en fait, pourquoi j'en suis venue là? Et c'est ça qui est important que je n'ai pas dit, c'est que tu as compris, je savais qu'on était sur des soins palliatifs extraordinaires. Je savais aussi, et encore aujourd'hui, que 500 personnes meurent par jour sans avoir eu accès à une prise en charge en soins palliatifs, alors qu'elles auraient dû en bénéficier. 500 personnes meurent par jour. Parce qu'il n'y en a pas assez ou parce qu'ils n'accueillent pas tout type? Parce qu'on ne connaît pas, pour plusieurs raisons, tu as raison, on ne connaît pas assez les soins palliatifs. Le rôle des Lébor aussi, c'est d'informer. On crée des projets, on est un peu comme une mini-agence de com', on crée des contenus, des vidéos, on crée des guides, on fait de la pédagogie. On doit, par le métier des Lébor, donner accès aux personnes. Donc en fait, aujourd'hui, tu as 70%, à peu près, les 70% de personnes qui auraient dû avoir une prise en charge en soins palliatifs qui n'y ont pas eu accès. 70%. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, Yacine, que toutes les personnes qui sont malades ont besoin de soins palliatifs. Mais c'est la même chose que entendre en France qu'il y a des aides sociales dont les gens ne sont pas au courant qu'ils peuvent en bénéficier. Alors je sais que ça fera bizarre à beaucoup de personnes qui pensent que la plupart en abusent versus l'inverse. Alors je ne veux pas perdre le fil de ta question. Vas-y, moi je vais te relancer dessus. Et les bords, j'ai créé les bords parce que remets-toi dans le contexte de 2010-2011, on ne parlait pas encore beaucoup de politique de mécénat et RSE. Et je me suis dit au fond, les entreprises, elles sont là, elles ont quand même du cash. Je suis certaine qu'un jour ou l'autre, elles vont devoir et avoir envie de donner du sens à leur métier. C'est aussi faire du bien aux autres. Je me suis dit, au fond, il faut que j'arrive à rentrer en contact avec les entreprises pour leur parler de soins palliatifs, d'un sujet difficile, mais pour aussi changer leur regard sur les soins palliatifs.
pour dompter un petit peu ces deux mots qui sont évidemment à l'époque étaient encore très très rattachés à la mort, au mouroir. Aujourd'hui, on en parle plus. On en parle plus. Bon, c'est un sujet difficile, mais cette médecine existe. Il faut en parler. Il faut aussi que les entreprises s'investissent dans les projets que nous créons. Et je les remercie. Parce que 85% de nos financements viennent de personnes morales, d'entreprises, fondations d'entreprises, quelques fondations familiales, quelques fonds de dotation aussi, voire petites associations qui soutiennent le travail, les projets des Lébors. 15% des autres financements viennent de particuliers. Donc, on y est arrivé. C'est pas facile. Ne crois pas que notre métier soit simple. Hein. On va constamment prêcher la bonne parole. Voilà, exprimer que nos projets sont importants. Et d'ailleurs, ils sont souvent très étonnés. Ils disent, mais en soins palliatifs, on peut avoir tout ça. Je dis oui, mais ça repose sur les financements de personnes privées, enfin de personnes morales et de donateurs particuliers. Je te lance là-dessus, je vais te poser une question à 1 million. Pas d'euros, tu choisis la devise. 1 million d'euros, oui. Est-ce que tu penses qu'avec Elébor, et même d'un point de vue général, notamment pour des industries comme la santé ou l'éducation qui sont vraiment, en tout cas régies par l'État, même s'il y a des acteurs privés, est-ce que tu penses que c'est dans le secteur privé que tu auras plus d'impact sur cette industrie ? Est-ce que tu comprends ma question ? Oui, je comprends. Alors, on va rester très modeste. On est encore très petit, même si nous avons 15 ans d'existence et qu'on est une structure unique à faire ce que nous faisons en France, en tant que fonds de dotation complètement opérateur sur ces projets. Hein. Je pense que déjà, dans tout ce que nous faisons, dans la façon dont on communique, toi, aujourd'hui, tu me donnes la parole, mais c'est un cadeau inestimable. Je pense que déjà, on surprend, on interpelle. Et c'est vrai que les entreprises avec lesquelles nous travaillons, même les labos, on est dans tous les secteurs d'activité. On essaie justement d'aller dans des secteurs d'activité où on n'aurait jamais pensé aller, l'alimentation, l'industrie. On interpelle. On sait très bien que on fait du bien quand on revient après 3 ans avec des super bilans, quand on vient expliquer ce qui s'est passé grâce à ces partenaires entreprises. Je suis persuadée et qui diffusent le bilan en interne, je suis persuadée que à notre petit niveau, on fait du bien parce que on apporte un autre regard et on donne aux dirigeants d'entreprise la possibilité de se dire, bah oui, à notre niveau aussi, avec nos salariés, on a apporté notre petit pierre. C'est vertueux ce système. Je rebondis sur tout à l'heure parce que c'était un petit peu le lien. On a parlé de la santé. Et puis de la quoi, pardon, j'ai toussé. De la santé, des soins palliatifs surtout dedans. Oui. Et puis, tu parlais de ce professionnel de santé, j'ai oublié son nom, mais le docteur Gilbert Desfosses. Que tu as mis en président de l'asso. Ouais. Et maintenant, c'est le docteur Laure Coppel qui est un médecin extraordinaire aussi. Dédicace à eux deux, mais c'était pas là la question. Il t'a dit, mais pourquoi personne n'a fait ça avant ? Et puis je t'ai reposé la question. Et puis dans ton humilité, t'as commencé à m'expliquer que c'était un sujet presque oublié. Mais t'as toujours pas valorisé une chose, et c'est toi, Laetitia, et on a beaucoup utilisé ce mot lors du call de prépa, c'est l'audace. Et moi, je vais aller là-dessus, mais je vais te reposer la dernière question que je vais te poser, c'est un jeune qui veut changer l'éducation ou la santé demain, qui évidemment n'est ni prof ni docteur, parce que ceux qui ont fait les plus gros changements en général sont pas des professionnels qui exercent. Mais passons. Est-ce que tu lui recommanderas de travailler avec l'éducation nationale ou de travailler dans le ministère de la Santé, ou plutôt de changer de l'extérieur en étant indépendant et de créer une offre qui soit tellement irrésistible, type Doctolib, que demain, le gouvernement va avoir besoin de toi et changera parce que tu as montré que ça marchait. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas peur. Ils sont dans l'audace. Ils n'ont pas peur de monter un projet, même si le projet n'aboutit pas. Ils en tirent une expérience. On tire toujours une expérience de ces échecs. Et ils savent rebondir. Quel gros mot, échec, en France. Non, mais attends, tu vois, on parle aussi. De choses, mais attends, on apprend tous de nos échecs, et c'est ça qui est génial. On n'a pas été éduqués comme tels.
Ouais, enfin, les jeunes, je pense que les jeunes sont tellement audacieux, comme tu le dis. À ma génération, les témoins, je pense. Et c'est drôle que tu dis ça, parce que bon, Moi, moi j'ai je trouve que 31 ans, j'ai pas 15-20 ans, donc la génération Z ou Alpha. Pour autant, en gros, hein, ce que je veux dire, ton discours, il est de dire, si vous n'êtes pas d'accord avec les dictats de la société, ne soyez pas d'accord, enfin, c'est bien. Là, c'est toi qui le dis. Hein. Moi, t'es dans la provoque. Non, parce que toi, tu dis que l'audace est valorisée. Mais moi, je dis, il n'y a aucun monde. Moi, dans toute mon expérience qui remonte il n'y a pas si longtemps, on a valorisé l'audace, même à l'école. On valorise pas l'audace, mais on valorise le résultat. Mais donc, faut pas qu'ils prennent pour acquis que c'est quelque chose de normal, cette prochaine génération. Faut qu'ils comprennent qu'ils ont un truc que même ma génération n'a pas. Non, mais ça, tu as raison. Tu as raison. Non, mais toi, tu l'avais déjà, l'audace. Tu sais, oui, enfin, disons que j'avais l'audace, le culot, mais l'énergie. Encore une fois, j'ai rien fait seule. Hein. J'étais seule au départ. Mais t'en as parlé. J'en ai parlé. On m'a dit parfois, t'es un peu folle, ma fille. Mais en fait, finalement, qu'est-ce que j'avais à perdre ? J'avais cette conviction qu'il fallait que je me lance. J'étais pas sûre de réussir. Encore aujourd'hui, on a 15 ans d'existence, mais enfin, on est encore très fragile. Et j'ai besoin des donateurs, Yacine. J'ai besoin de dons, hein. Donc voilà, il faut... c'est le moment pub. On va faire un double truc. Mais dis-nous comment, on peut aider les bords, parce que c'est quand même la question qu'on se pose, que je poserai à chaque fois. Et la deuxième, c'est s'il y a des projets qui se créent demain et qui ont besoin d'un accompagnement avec les bords, comment ils peuvent vous contacter ? Donc, comment tu viens chercher de l'argent et comment t'incubes les gens ? Mais déjà, tous ceux qui regardent tes podcasts, cette jeune génération formidable, déjà qui s'inscrivent à notre newsletter, qu'ils aillent voir notre site internet, Helebor, HELEBOR, qui like, qui poste, qui republie. Déjà, c'est énorme. Ouais, le soutien digital, c'est capital. Mais c'est capital. Likez, et puis, s'ils veulent faire un petit don, évidemment, il n'y a pas de petit don. Hein, moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un chez moi en interne qui est là qui est jeune, qui a 34 ans, qui s'appelle Florian, qui est là pour capter la génération des jeunes, pour aussi leur parler de soins palliatifs avec ces mots. Voilà, parce qu'on est tous concernés. Et les soins palliatifs, c'est une médecine avant tout. C'est du prendre soin, c'est de la solidarité donc qu'ils donnent. Et puis, ils peuvent aller aussi voir nos projets, parce qu'on cherche plein de financements pour nos beaux projets. Mais déjà en parler, s'acculturer, se renseigner. Donc, on peut faire des dons sur un projet spécifique, comme on peut faire des dons tout le long de l'année à Helebor. Voilà, parce que c'est toujours dédié au projet. Voilà. Mais déjà... Si tu veux, déjà, je trouve que cette heure qu'on passe ensemble, Yacine, si déjà on touche par nos échanges des jeunes qui se disent « Mais oui, au fond, moi, j'ai une mamie à côté de moi qui habite sur mon palier, qui est seule. Je peux aller la voir. » Déjà, c'est pas du soin palliatif, mais c'est du prendre soin. Et le prendre soin, ça fait partie aussi de la médecine palliative. Alors, je dis pas à tous les jeunes allez toquer aux portes de ceux qui sont en soins palliatifs. C'est pas ça. Mais c'est un peu aussi un état d'esprit, le soin palliatif. En fait, le soin palliatif, c'est presque évident. Ça devrait être évident. Autrefois, il y a très longtemps, qui s'occupait de prendre en charge les personnes malades pendant la guerre dans les hôpitaux de fortune ? C'était les communautés religieuses. C'était des personnes qui venaient de la campagne, des villages, qui venaient donner un coup de main. Est-ce que tu penses Alors ça s'est un peu professionnalisé aujourd'hui, hein, évidemment. Et heureusement. Et heureusement. Je me pose cette mini parenthèse et je vais revenir sur un dernier truc après, mais est-ce que tu penses que ce que vous apportez avec ce second bras du soin palliatif... Tu vas t'en souvenir du second bras. T'inquiète. Surtout, dès le départ, j'ai bien différencié les deux. Est-ce que tu penses que beaucoup de personnes pourraient en bénéficier, même s'ils ne sont pas éligibles à des soins palliatifs, même s'ils ne sont pas malades ? Oui, bien sûr. Tu as parlé juste avant de dire que c'est prendre soin des autres. Est-ce qu'on a oublié de prendre soin des autres ? Moi, je pense qu'on vit dans une société qui est quand même très, très, très compliquée, hein, qu'on a rendu individualiste, qu'on a rendu un peu égoïste quand même. Même s'il y a plein de petits héros anonymes qui font des choses extraordinaires. Évidemment. Je veux dire, toi, quand tu vas voir quelqu'un qui va pas bien, tu lui remontes le moral, tu prends soin de lui. Quand tu prends un verre avec quelqu'un parce qu'il a le cafard, il a perdu son boulot, il s'est fait larguer, je sais pas, il a son papa ou sa maman malade ou il va pas bien, c'est ça le prendre soin. Tu réconfortes la personne. Tu es dans l'écoute. Il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup que j'ai pas beaucoup utilisé, je crois. C'est l'écoute.
Tu l'as un petit peu parlé Voilà, l'écoute, les soignants, ils écoutent. quand ton ami a livré un peu son témoignage de l'accompagnement de ta cousine. Voilà, ça a été un... Je pense que c'est ça. Et je pense que même, dis-moi si je me trompe, à ce moment-là, tu t'es peut-être senti utile d'être à son écoute. Tu as senti qu'elle avait besoin d'exprimer ce qu'elle avait vécu? Ou pas Oui, forcément? je me souviens plus très bien, pour être très franche. Oui, sans doute, Bon, ça mais surtout, remonte, oui, ça remonte un peu. Surtout, je l'ai beaucoup questionné sur son bénévolat. Et puis, elle m'a partagé des histoires de vie, tu vois. Ben, moi, je veux faire cette dédicace aux gens parce que tu en parles, mais moi, je suis considérablement... Enfin, je suis convaincu que ce n'est pas... Je suis convaincu que ça devrait être la norme, mais je suis convaincu que ça ne l'est pas. Mais quand des gens vont mal ou qu'ils ont des choses à dire... n'essayez pas de consoler ou quoi, juste poser des questions, soyez à l'écoute. Je sais qu'il y a des gens pour qui ces situations sont très malaisantes, mais moi je pense que c'est comme ça qu'on crée du lien et que les gens se sentent moins seuls. Ouais. Je veux revenir sur une chose. Ouais. S'il y a des gens, des jeunes ou moins jeunes, peu importe, qui ont envie de porter un projet bénévole, qui ont envie de s'inscrire dans toutes ces thématiques de ce deuxième bras, je le redis, mais de l'accompagnement des soins palliatifs... Comment je lâche ton 06 Comment ça se passe, Laetitia? Oui, ça serait un peu comme... Oui, tu pourrais, mais non, surtout, il faut qu'ils aillent... en France, il y a des grosses associations ou fédérations. Hein. Il y a le mouvement Être là, il y a Jalmalve, et en région, tu as plein d'associations qui sont montées par des bénévoles formés. Ils peuvent très bien... Ils tapent association d'accompagnement bénévole, et ils vont sur les sites et... Il y a des appels à projets un peu tout le temps, en fait, si j'ai bien compris. C'est pas... Non, les associations d'accompagnement, si j'ai bien compris ta question, c'est comment est-ce que des jeunes qui veulent donner du temps et qui veulent se former pour devenir bénévoles à la maison, à domicile ou à l'hôpital, comment ils font? Ils appellent, par exemple, le mouvement Être là, qui est national, et ils se disent, moi j'habite Paris, j'habite Bordeaux, j'habite Lille, où puis-je aller me former? Voilà, et j'ai envie de donner 2 heures, 3 heures par semaine. C'est possible. Il faut dire à tous ces jeunes, c'est un bénévolat extraordinaire. Tu ressors de là, après tes 2-3 heures d'accompagnement, c'est choquant ce que je dis, mais t'es heureux. T'es heureux. Parce que ces personnes malades t'ont tellement donné des enseignements de vie. Enfin, tu grandis. Et tu te dis toujours, tu verras. Enfin, je ne sais pas si un jour tu t'engageras, tu n'auras pas le temps, mais tu reçois plus que tu ne donnes. Tu apportes de l'écoute, de la présence, de la vie. Et le temps, il se crée, donc et il se prend, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, la question... C'est vrai que j'encourage les jeunes à faire du bénévolat. Message est passé. Moi, la question n'était pas exactement là-dessus, elle était plus sur les 135 projets accompagnés. Oui. Si demain, il y a d'autres porteurs de projets qui ne sont pas directement, qui sont liés aux soins palliatifs, mais demain, quelqu'un qui veut créer, tu vois, ce jardin dont tu parlais tout à l'heure. Tu veux dire des équipes soignantes, parce qu'on est... Alors, explique-moi comment ça marche. Justement, ces 135 projets, qui est-ce qui les... Vas-y, je t'en prie. Mais sur ces 135 projets, qui les crée? Nous allons, l'équipe, on est une équipe de 7 salariés, on se déplace beaucoup sur le terrain pour aller à la rencontre des équipes soignantes. Mais les équipes soignantes peuvent aussi nous appeler ou nous envoyer un mail en disant « on a une idée, on a un besoin, on voudrait faire ça ». Donc, tu vois, c'est un travail de co-construction. Ce ne sont pas des porteurs de projets qui viennent juste chercher de l'argent. J'ai compris, ok. Et les bords est une structure qui répond, qui apporte des solutions. On est acteur à 100%. On écoute les besoins et les attentes du terrain sur le volet de l'information, des soins de bien-être, des soins complémentaires, la recherche, l'inclusion et la solidarité. On est sur des projets très variés. Et donc, un soignant qui se dit, mais au fond, moi, je voudrais créer un jardin thérapeutique, un lieu de vie, une aire de jeu inclusive, où j'ai besoin justement d'avoir plus de ressources en termes d'information dans mon département, il peut nous appeler. Et c'est quoi les prochaines étapes, si alors, le projet il nous appelle, vie... on va à sa rencontre, on se déplace, après on fait des visios, parce que nous, on a besoin de vraiment comprendre. Et puis on voit, nous aussi, quelle est l'expertise que nous pouvons apporter. On ne peut pas tout faire, tu vois. Si des soignants nous disent juste, moi j'ai besoin de 100 000 euros, je dis, écoute, moi je ne suis pas Madame de Rothschild ni Madame Bettencourt, moi aussi et les bords, donc ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on nous ayons, on est un peu comme une boîte de conseil, on est un peu des consultants. Est-ce que tu les mets en contact derrière? Moi je m'explique, ce soignant
Oui. Il n'a peut-être pas 50 heures dans la semaine à allouer à ce projet. Une fois que, on va dire, le projet fait sens, qu'on arrive à débloquer et à trouver du financement, qui est-ce qui va le créer C'est notre travail. Donc, c'est vous qui allez être opérationnel. On est complètement, je t'ai dit tout à l'heure, on est opérateur. Et Lebor est opérateur à 100%, mais il travaille en co-construction avec l'équipe soignante qui demande le projet, enfin, qui demande ce que le projet soit monté. Il travaille avec ses experts médecins, évidemment. Mm-hmm. Nous travaillons avec nos experts. On fait valider quand même, il faut savoir si ce projet il tient bien la route. Et derrière, nous allons rechercher des financements auprès d'entreprises, fondations, et aussi des particuliers. On lance des campagnes une fois par an, voire 2 fois, mais surtout en fin d'année. La campagne d'appel à dons de fin d'année, elle est extrêmement importante pour nous. Donc, le grand public, il peut cliquer sur notre site internet et faire un don. Et on peut quand même faire des dons, là, on est d'accord. On ne va pas attendre Noël pour faire un don. Non. Et puis, on monte plein d'actions, des cours solidaires. Là, on va participer au semi-marathon, marathon. On fait du micro-don. Enfin, on se démène. C'est ma dernière question de cette belle heure, Laetitia. C'est passé trop vite, Yacine. Écoute, ça veut dire que c'était pas chiant, ça fait plaisir. Non, c'était vraiment génial. Merci pour ta confiance, mais c'est pas fini. Merci à toi, dis-moi. C'est pas titillé, mais moi, je veux que tu t'adresses à des personnes spécifiques. Tes enfants, ils ont quel âge ? Mes enfants, ils ont de 37 à 25. Merde, ils sont un peu trop âgés déjà. Bon, on va choisir encore plus jeune. Moi, la question est toute simple. Qu'est-ce que tu voudrais dire à des jeunes, tout simplement, qui ressentent quelque chose à combler? On peut le voir négativement, il y a un manque, il y a un vide. On peut le voir de positif. J'ai tout, mais je sais que je veux aller chercher plus. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens? Je leur dis, c'est normal. On a tous quelque chose à combler, c'est normal, et c'est bon de se poser ces questions. Ça prouve que ces jeunes, ils grandissent aussi. Il faut qu'ils en parlent. Il faut surtout parler. Et ils seront écoutés. Il ne faut pas avoir peur de parler. Il ne faut pas s'enfermer, parce que ça, on retombe dans la solitude, dans l'isolement. Il faut en parler, et c'est bien de se questionner. Ça prouve que ce sont des jeunes qui ont des potentiels fous, qui ont envie de faire des choses, et qui ont une intelligence humaine et de cœur. Donc, au contraire, je trouve que c'est parler avant de rencontrer des gens. C'est la première mise en action, en fait. Mais il n'y a pas de questions sottes. Je trouve qu'au contraire, ça rend ces jeunes encore plus humains et bons. Et si vous avez un doute, regardez ce podcast. Il y a bien eu 1 ou 2 questions sottes de ma part, mais Laetitia m'en tiendra par rigueur. Un grand merci, Laetitia. Merci à toi, vraiment. Merci à toi. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, et je trouve ça hyper cool, juste l'idée d'aller en parler, de pas se sentir jugé, d'en être conscient, mais surtout, moi je reboucle avec ce que tu as dit tout à l'heure. Tu m'as dit, moi j'ai eu de la chance, tu sais Yacine, j'ai été très bien entouré. Et moi je te réponds, ta chance tu l'as provoquée parce que tu es allé leur en parler. Donc peut-être que faut juste un début et qu'ensuite il y a une machine qui se met en marche. Je te relance pas, mais on va papoter après, entre 2 pipelettes. Un grand merci Laetitia. Merci à toi, vraiment merci. Longue vie à Lebor, et puis allez cliquer. Et moi je termine toujours avec ça, vous l'aurez compris, évidemment on parle de soins palliatifs, donc dédicace à toutes les personnes. Je pense qu'on va parler évidemment des personnes concernées, des malades, mais aussi des personnes, les aidants, on en a parlé, les soignants. Les soignants, évidemment. Une grande dédicace pour ces soignants. Et les personnes de l'ombre, comme Lebor, qui sont là et qui permettent justement de créer... J'ai encore 30 secondes. Allez, vas-y, c'est toi le mot de la fin. J'ai envie de dire surtout aux jeunes qui passent le bac, faites des études de médecine. Nous avons besoin de soignants. On manque de soignants en France. Et s'il y a bien un métier qui ne sera jamais remplacé par l'IA, malgré la technique, c'est le côté second bras armé que Lebor et la médecine incarnent. Ouais, de ouf. Merci Yacine. Je sais pas pourquoi. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine, un nouvel épisode. Ciao, bonsoir. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.